Mais... Ah, j'ai presque plus de batterie. Nice. Hey! Moi c'est Lucas. Ça fait vraiment très étrange de dire ça tout seul. Aujourd'hui je fais une vidéo tout seul tout simplement parce que c'est une vidéo qui touchera probablement pas directement en tout cas Janelle. Ça va arriver des fois où est-ce que moi je vais faire des vidéos tout seul. Bien elle va faire des vidéos seule. Puis aujourd'hui j'avais envie en fait d'aborder la transidentité. Moi je suis trans, donc je suis FTM. Pour ceux qui sont pas ici, ça veut dire female to male. Fait que dans le fond, mon genre de naissance est féminin. Je dis genre entre guillemets parce que je suis genderless, donc à genre. Ça veut dire que moi personnellement je crois pas au genre, donc moi je suis genderless. Puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une personne est trans, il y a 3 types de dysphorie possibles. Donc, la dysphorie de genre, la dysphorie de sexe et la dysphorie sociale. La dysphorie de genre, qui est un peu ce qui a été le plus longtemps reconnu chez les trans. Ça l'a été... Moi, il y a souvent des gens qui m'ont dit que parce que je me sentais pas plus gars, j'avais rien à voir à avoir des hormones et des opérations, ce qui était tellement faux. Ça m'a complexé pendant très longtemps. Pendant ma transition parce que je me disais ben je me suis jamais sentie comme un gars, fait que pourquoi est-ce que je transitionnerais pour avoir le corps d'un gars? En fait, la dysphorie de genre, c'est quand on a l'impression que notre genre appartient au sexe opposé. Et étant donné que moi j'étais à genre et que naturellement je me sentais pas fille ou gars, ben j'avais aucune raison d'être dysphorique de genre. Aujourd'hui ça donne que je suis légèrement dysphorique de genre parce que j'ai l'impression que la société ne reconnaît pas mon genre, qui est le genderless. Donc, j'ai l'impression que quand je me dis comme ça, les gens autour de moi comprennent pas. Ce qui est normal parce qu'on n'est pas rendu là, mais ça fait que j'ai quand même une dysphorie de genre. Après ça, il y a la dysphorie de sexe, c'est celle que j'ai depuis que je suis enfant. C'est quand on a l'impression que notre sexe, ce qui fait de nous une fille ou un gars, on va dire ça brièvement, ne nous appartient pas, qu'on n'a pas le bon, puis ce qui fait qu'on veut enclencher une transition dans le fond. Puis moi, depuis que je suis jeune, en fait, ça me complexe vraiment de savoir que j'ai pas la même chose que les petits gars. Que dans la cour de récré, on se compare, puis on voit les autres aller, puis moi, depuis que je suis jeune, je me regarde, puis je me dis... J'ai un torse. Fait que, tu sais, je suis un gars. Pis ça va pas plus loin que ça, moi, dans ma tête. Je veux dire, les gars ont un pénis, puis les filles ont un vagin. Dans la cour de récré, c'est comme ça que ça marche. Puis les deux servent à aller aux toilettes, tu sais. Moi, dans ma tête d'enfant, c'est comme ça, fait que j'en ai rien à foutre. Puis, je me rappelle que moi, je me prenais pour un petit gars seulement quand les autres me voyaient pas. Puis, c'est un peu pour ça aujourd'hui que les gens sont surpris. Surtout ma famille, qui comprenait pas pourquoi tout d'un coup je voulais être un petit gars. Dans le fond, moi, ça a toujours été très clair parce que quand j'étais dans la douche, j'avais un torse, puis je m'amusais à me prendre pour un petit gars. Puis quand je sortais de la salle de bain, il y avait personne qui savait ça parce que j'avais honte. Parce que c'est ton imaginaire. Quand t'es jeune, tu montres pas nécessairement aux autres. Fait que je sais pas si dans le fond j'avais honte, si dans le fond c'était juste c'est à moi, c'est mon jeu. Puis à un moment donné, c'est vraiment à la puberté que moi je me suis dit. J'ai eu ma puberté quand même tard. Je sais même pas si c'était en 3 ou en 4, tu sais, je les ai vraiment eu tard. Tous mes amis avaient eu leur menstruation, puis moi je les voyais aller, puis ça me complexait parce que je le voyais aller dans ma tête. Je m'étais dit, c'est clair que je vais les avoir. Puis ça me faisait tellement peur. Pendant 2 étés de temps, je m'étais mis à mettre juste des gros polos pour pas que ça pousse, pour les cacher, parce
que je voulais pas voir, je voulais pas que le monde voit. Ça me complexait énormément. Puis, il était hors de question que je me mette en maillot de bain. Hors de question. Puis ça a été, pendant plusieurs années, je mettais des chandails d'eau. Donc, c'est des chandails que tu mets pour aller à la piscine. Puis, ça me faisait pendant un bout de temps. Puis, à un moment donné, tu sais, je veux pas, c'est mouillé, c'est lourd. Fait que ça cache plus rien de ce que moi je cherche à cacher. Fait que j'ai juste arrêté d'aller me baigner en fait. J'avais au moins mettre des chandails, des shorts pour la piscine, ça marchait plus. Fait que j'ai juste abandonné le projet. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu ma puberté comme tout le monde. Puis ça m'a vraiment fait comme si j'avais perdu mon enfance, comme si j'avais perdu une part de moi. Parce que tout d'un coup, j'avais plus de torse, j'avais des menstruations. Puis ça me faisait tellement de la peine. C'était comme, j'avais perdu mon monde, genre. Donc ça embarque dans la dysphorie de sexe. Puis ensuite, il y a la dysphorie sociale. Ça, c'est vraiment ce qui est par rapport aux attentes de la société, à ce que eux voient à travers nous. Tu sais, c'est vraiment du côté des autres, de ce qu'on projette. Donc, quand quelqu'un, par exemple, se soucie puis est vraiment anxieux par rapport à son image, comme « est-ce que je passe pour un gars? Est-ce que je passe pour une fille? » C'est la dysphorie sociale. Comme ça peut rentrer dans la dysphorie du sexe, c'est vraiment très complexe. Ça se manifeste différemment chez les autres, c'est normal, on n'a pas tous le même cerveau, on n'a pas tous la même éducation. J'ai des amis qui sont extrêmement dysphoriques de genre et social, puis moi, personnellement, c'est deux choses que ça passe très bien. C'est sûr que des fois j'ai des downs puis que ça va plus. J'ai les trois différents en même temps, mais en général, moi, c'est la dysphorie de sexe. Puis, je suis pas capable d'aller dans la douche, c'est extrêmement dur. Je peux pas rester dans un bain longtemps, je peux pas aller me baigner, parce que moi, même si je suis seule au monde, c'est quelque chose qui va m'affecter. Puis, chez ces amis-là, se promener sans eau, en boxeur, tout nu, ça les dérange absolument pas parce qu'ils savent que c'est pas leur corps ou bien ils ont pas tant de dysphorie de sexe. Fait que ça dépend vraiment des gens. Puis, faut respecter ça. J'ai commencé mes recherches en secondaire 4, je crois. C'est un ami à cette époque-là que j'avais croisé dans les couloirs, juste comme ça. Puis, on s'était rendu chez l'infirmière. Puis, ça a juste à donner que j'ai entendu la conversation de l'infirmière puis de cet élève-là qui parlait d'opération puis d'hormones. Puis à ce moment-là, moi quand j'étais jeune, je voulais devenir un gars. Je voulais avoir le corps d'un gars, je voulais pas devenir. Moi dans ma tête c'était vraiment tu transitionnes pour le genre, mais je voulais avoir le corps d'un gars. Puis à un moment donné, quand j'ai appris que le changement de sexe était possible, ça l'a commencé à tourner dans ma tête pendant plusieurs années, puis je me disais, tu sais, c'est envisageable, j'aimerais bien, mais ça doit coûter cher, puis oh non, je dois pas être ça, ou c'est juste une phase, c'est juste une phase. La fameuse phrase que tout le monde haït, c'est juste une phase. Puis dans le fond, c'est là que je me suis commencé à me poser des questions. Puis ça a duré un bon moment, jusqu'à ce que ce même ami-là me montre à un moment donné son projet, qui était différentes photos avant-après de personnes trans. Puis, ce qui fait un peu peur, j'ai l'impression, quand tu commences ce processus-là, c'est puis que tu n'as aucune idée de ce que tu fais. C'est est-ce que je vais beaucoup changer? Est-ce que je vais perdre mon corps? Est-ce que tout va changer puis je ne me reconnaîtrai plus? Il y en a beaucoup aussi qui me disent qui ont peur de devenir laid. Parce que, sincèrement, ça peut paraître ridicule, mais j'ai déjà entendu des gens transphobes dire de toute façon, cette personne-là, elle serait tellement laide en fille. Cette personne-là serait trop féminine pour être un gars. Puis, c'est tellement méchant, mais ça nous affecte. Puis, il y en a beaucoup qui s'empêchent de faire la transition à cause de ce qui pourrait ressembler. Puis, ça leur fait peur. Puis, c'est normal parce qu'on s'est toujours connus avec tel corps. Et là, tout d'un coup, on modifie. Ça fait peur, on se reconnaît plus. Puis quand j'avais vu ce projet-là, ça m'avait tellement frappé à quel point ces personnes-là étaient plus belles parce qu'elles se ressemblaient plus, puis ça paraissait.
même à travers une photo, la confiance en soi paraissait énormément. Et à ce moment-là, ça m'avait fait moins peur. Puis j'avais commencé à dire à mes amis, j'avais commencé vraiment à débattre là-dessus, puis à donner une idée positive sur le sujet trans, puis ça paraissait plus que c'était quelque chose qui m'atteignait, sans vraiment que moi-même je sache que c'était une idée que j'avais puis que je voulais. Puis je me rappelle que quand le sujet embarquait sur les trans, je prenais leur côté puis je me battais pour eux. Puis il y en a beaucoup qui m'ont lâché à cause de ça parce qu'on partageait pas les mêmes idées. Surtout quand j'ai fait mon coming out, il y en a qui m'ont lâché. Il y en a d'autres qui se sont accrochés et que j'ai dû juste quitter parce que on n'avait pas les mêmes idées. Puis des fois, tu sais, il vaut mieux laisser partir. Un jour, en secondaire 5, j'ai fait mon coming out à mes amis, mes meilleurs amis, donc dont Janelle, plus une autre personne qui aujourd'hui est devenue plus une étrangère ou une connaissante. Parce que justement, cette personne-là, on partageait pas du tout les mêmes idées, puis ça devenait très violent, très toxique comme relation. Donc j'ai dû la laisser de côté, puis m'éloigner, jusqu'à ne plus lui parler pendant à peu près, ça doit faire 2 ans maintenant. Je l'ai faite aussi à ma soeur et à ma mère, et c'est à ma mère que ça l'a un peu chier. Dans le fond, ma mère, quand je lui ai dit que je voulais économiser pour un changement de sexe, ma mère, elle m'a regardée puis elle m'a dit j'ai mis au monde une petite fille, puis toi, tu voudrais me l'enlever, dans le fond. Puis, ça a été la première fois que j'ai eu envie de mourir sur place, de comme vraiment de manière active me tuer. Genre ça m'a tellement fait mal, puis j'avais tellement honte, puis j'avais tellement l'impression d'avoir tué ma relation avec ma mère. En même temps, tu sais, de savoir que la première chose que ta mère pense, c'est qu'un enfant, c'est un organe génital, ça m'a tellement fait mal, puis on en a parlé, puis elle m'a dit, dans le fond, que j'étais peut-être juste gender fluid. Dans le fond, gender fluid étant que le genre d'une personne varie, tout simplement. Puis sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est peut-être ça, ouais. Pendant 1 an, je me suis dit, non, je suis pas trans. Puis je me trouvais des excuses un peu, comme, ah non, je peux pas avoir les hormones de toute façon parce que mon rein marche mal. Parce que oui, c'est plus compliqué si vous avez un rein malade. Je suis pas trans, je suis juste gender fluid. Fait que, dans le fond, je vais juste changer mon nom pour qu'il soit plus neutre, puis tu sais, je vais me sentir mieux. Puis après 1 an, j'ai vraiment pété ma coche, puis j'ai fait non, ça marche pas. Aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans depuis mon premier coming out et 1 an depuis mon coming out définitif, que je l'appelle, qui a vraiment été celui que j'ai dit à tout le monde, que j'ai dit de manière assurée que je savais que c'est ça. Puis pas juste une idée en tête, je voulais vraiment le faire. Fait que, au début, je savais vraiment pas où m'en aller. C'était vraiment... Je vis à Québec, donc à Québec, il n'y a pas tant d'aide pour les trans. C'est sûr qu'il y en a plus qu'avant. Mais tout se passe à Montréal, qui est la ville à côté. Donc, je savais pas où m'en aller. Tout le monde me disait que les médecins, les hôpitaux, les psychologues, les psychiatres, ils étaient tous à Montréal. Puis, je pouvais pas faire ça. J'ai pas d'argent. J'avais 17 ans. C'était très compliqué. Fait que j'ai été au cégep voir un
psychologue qui, lui, m'a ensuite référé à une sexologue qui m'a référé à l'Accès, donc CRI Québec. Ceux qui ne savent pas ce qu'est CRI Québec, c'est un centre pour les jeunes LGBT. Donc j'y avais été et on m'a donné des numéros, des contacts, des gens qui pouvaient m'aider dans ce processus-là. Puis étant donné qu'il y avait énormément de jeunes trans, j'avais beaucoup de conseils puis d'aide de leur part. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir un travailleur social à Québec, puis ça a tout fait la différence. Pour les jeunes de Québec qui sont dans la même position que j'étais, je vais pouvoir vous mettre les liens pour aller le contacter. Il faut savoir que ce travailleur social-là est un travailleur privé. Cet homme-là va charger 80$ la séance, donc 50 minutes vaut 80$. Et il prend uniquement des gens de 17 ans qui se rapprochent de 18 ans. Donc, si vous avez 16 ans, ça sera pas possible. Il va falloir attendre encore un peu, je suis désolée. Donc, j'avais été voir ce travail social-là. Moi, ça m'a pris 2 séances et demie, je crois. Puis dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une première séance de 50 minutes qui va être pour l'attestation des hormones. Une seconde séance pour la mastectomie ou la double incision, donc la top surgery. Puis si vous êtes MTF, ça va être plutôt... Je crois qu'il saute cette étape-là, ou bien ça va être les opérations du visage, ou il va passer directement à l'opération du bas. Je ne sais pas, je n'y ai pas demandé. Puis pour les... Moi en tout cas, j'ai passé une demi-séance, donc de 40$, pour parler de l'opération du bas. Ensuite, j'ai eu mes 2 attestations, celle pour l'opération du haut et celle pour l'opération... Non, c'est pas vrai. Et celle pour les hormones. La raison pour laquelle il ne va pas vous donner tout de suite l'opération du bas, c'est parce que ça prend 1 an d'hormones. Dans le fond, l'hormone va castrer tranquillement votre organe génital, si c'est ce que vous désirez. Je vais expliquer ça plus tôt. Et après 1 an d'hormones, quand tout est castré, vous êtes prêt pour les séances pour l'attestation du bas. Dans le fond, c'est parce qu'il y en a qui veulent garder leurs organes génitaux. Donc, je sais que un homme trans qui arrête les hormones puis qui s'est jamais fait qui s'est jamais fait enlever l'utérus, dans le fond, cet homme-là, s'il arrête les hormones, l'utérus va être capable de refaire ses ovules. Donc, il n'y a aucun problème. Si vous voulez des enfants et que vous êtes MTF, non, c'est pas vrai, et que vous êtes FTM, juste à pas vous faire opérer et c'est complètement faisable. Si vous êtes MTF, donc vous êtes une femme trans, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'une fois que vous prenez les hormones et que tout est castré, ça ne repart pas. Donc, je sais qu'il y a des substituts d'hormones, je pense que c'est de l'estrogène. Et dans le fond, ce que ça va faire, c'est que votre prostate est... je sais que votre prostate ne sera pas castrée, donc vous allez avoir des sensations. Puis je pense que le pénis en général va être toujours fonctionnel. Fait que, c'est ça. Donc, voilà pour ce qui est des opérations. Maintenant, ça fait 3 mois, je crois. Je m'en rappelle pas. Ça fait 3 mois que je suis sur la testostérone. Et pour ce qui est de mon cas, ça a été très très rapidement. Dans la première semaine, ma meilleure amie m'a dit que je muais. Fait que j'en ai pas fait tout un cas, c'est ma meilleure amie. La deuxième semaine, mon meilleur ami m'a dit que j'avais changé de la voix. Et un inconnu, que ça faisait des années que j'avais pas vu, m'a dit que j'avais la voix rauque. Puis, après 3 semaines, j'ai regardé des vidéos de moi et ça l'avait déjà mué. Aujourd'hui, quand je regarde des vidéos de moi jeune, c'est horrible. J'ai mué, là, c'est comme... Je suis pas rendue à ma voix définitive, mais il y a quand même beaucoup de changements, puis je continue d'avoir ma voix qui fait n'importe quoi, c'est ridicule.
Ensuite, le clitoris, pour les personnes qui prennent la testostérone, c'est l'une des choses qui grossit le plus rapidement. Donc, c'est le premier changement que vous allez voir. Le clitoris grossit. Ça n'a pas fait d'exception chez moi, mais ça l'a grandi vraiment très rapidement. C'est-à-dire que je m'attendais pas à ce que, tu sais, probablement que mon système est très rapide, mon organisme est différent des autres, c'est sûr, mais la testostérone qu'on m'a donnée, la dose doit être plutôt grosse pour mon organisme pour que ça tout change en si peu de temps. Je veux dire, j'ai déjà pu mes menstruations, je les avais déjà pu à mon 2e mois, et habituellement, on peut compter 9 mois avant de les perdre. Je suis vraiment très reconnaissant envers mon corps. Pour ce qui est de la perte de la répartition de gras, mon organisme est rapide, excessivement rapide à cause de ma mère qui a eu un problème de santé étant jeune. Je vais peut-être expliquer ça dans une vidéo, mais ça fait que je n'ai aucun gras à répartir. J'ai déjà un pinch move. C'est complexe. Genre, c'est dégueulasse, un pinch move, je suis désolée. Mais c'est ça, fait que ça commence. Je me rase pas depuis un bout, puis comme c'est plus du duvet, comme. Mais moi, c'est vraiment ça, genre, je me le rase le plus souvent possible, puis je suis comme, s'il te plaît, va-t'en. Ensuite, ma libido. Comme. Ce qui est vraiment fatigant, en fait, c'est que la libido, non seulement va augmenter, mais c'est que un pénis et un vagin, c'est pas pareil, hein. Un pénis est beaucoup plus sensible qu'un vagin. Alors, le nombre de fois que je me suis accrochée parce que ça pousse et que je suis comme un peu mal pris parce que j'ai des skinny, ce qui est des pantalons très serrés, plusieurs fois je me suis dit, ah ben, pas maintenant, non. Je sais un peu maintenant ce que c'est d'avoir une érection. J'en ai pas, mais comme je sais c'est quoi le feeling de comme, non, pas maintenant, s'il te plaît. C'est très intime, mais c'est pas grave, je t'avance. Qu'est-ce qu'il y a? La masse musculaire, je veux dire. C'est ça. Ah là là, il est censé avoir la pomme dedans qui pousse, puis ben moi, je sais pas. Elle a toujours été légèrement prononcée, plus prononcée que certains gars, mais j'ai pas senti qu'elle avait poussé plus que ça, qu'elle était plus visible. Pour ce qui est du facial, encore là, c'est les. Je pense que ça rentre avec le gras. On m'a dit que la musculature allait changer. Ben, que les os allaient changer. Mais encore là, j'ai pas l'impression que ça allait changer. Il y en a qui me disent que oui, mais en 3 mois, je pense pas que ce soit faisable. Je veux dire, mon corps a déjà fait une merveilleuse job, alors on va pas s'en plaindre. Puis je pense que c'est tout pour ce qui est des changements hormonaux. Dans le fond, moi je fais mes injections intracutanées. Donc c'est des aiguilles, les mêmes aiguilles qu'on utilise pour les diabétiques. C'est des aiguilles qu'on peut rentrer soit dans le ventre, soit dans les doigts. Moi personnellement je le fais dans le ventre, dans le bras du ventre. C'est une fois par semaine. Dans le fond, ce qui va se passer, c'est que les premiers 48 heures le premier 48 heures que vous allez prendre votre injection, la courbe d'hormones va grimper et dans le restant de la semaine, ça va diminuer. Donc, ce qui se passe, ce que j'ai remarqué très rapidement, c'est que j'ai beaucoup plus chaud. Les premiers 48 heures après mon injection sont horribles. Ma voix craque, j'ai extrêmement chaud, ce qui est normal, faites-vous-en pas. J'ai mal à la tête. Ça, par exemple, c'est moins normal. Si vous avez très mal à la tête et que vous êtes sur la thé, allez voir un médecin. Dans le fond, c'est que vous faites trop de fer. Donc, votre sang devient beaucoup plus épais, ce qui fait que ça a de la misère à circuler et ça fait mal à la tête. C'est pas agréable. Puis je sais que personnellement, j'étais à la limite, donc
Le taux est censé être maximum 160, parce que sinon c'est dangereux. Puis moi, je suis à 159, ce qui explique les mal de tête intenses à chaque fois que je prends mon injection. Ah, oh là là. Je pense que j'ai fait le tour. Mon appareil n'a presque plus de batterie. Yeah. Fait que je vais faire tout de suite la fin. J'espère que vraiment cette vidéo va vous avoir été utile, que vous allez avoir, qu'elle va avoir répondu à vos questions, que vous allez l'avoir apprécié. Si jamais vous avez des questions, des expériences, des petits trucs que j'ai oubliés ou que vous aimeriez me faire savoir, ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez le laisser dans le commentaire, sinon me contacter puis m'envoyer ça en privé, ça me ferait vraiment plaisir d'en savoir plus. Je vais mettre, comme j'ai dit, les liens de Vincent Chouinard dans la description pour que vous ayez voir le contacter. Ça peut vous aider. Sinon, comme j'ai dit, mes réseaux sociaux vont être en lien en dessous de la vidéo. Puis, je pense que c'est tout. J'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner si ça vous tente. Et c'est tout. Bye!